Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Zaz Chalumeau qui vient nous parler de son roman La Confession d'Anna. Bonjour Zaz. Bonjour Mona. Pouvez-vous vous présenter, nous parler de vous ? Oui, alors je suis née en 1957 à Strasbourg, mais je n'ai vraiment fait qu'y naître. J'ai ensuite vécu pendant 4 ans chez différentes nourrices, souvent étrangères, ce qui a favorisé, je pense en tout cas, mon aptitude aux langues étrangères. Et à l'âge de 4 ans, je suis arrivée chez mes grands-parents maternels dans les Vosges. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans, ensuite je suis revenue sur Nancy, habiter chez ma mère. Et à 18 ans, un petit peu plus que 18 ans, j'ai tout plaqué, le lycée, les parents. Je suis partie à Londres, où j'ai vécu 1 an. D'accord. Là, à Londres, j'ai rencontré mon mari, qui est devenu mon ex-mari et le père de mon enfant. Et une naissance et un divorce plus tard, en 1988, je suis revenue sur Nancy, donc avec mon fils âgé de 3 ans. Et voilà, après j'ai continué mon parcours professionnel. D'accord. Alors vous êtes également écrivain public. En quoi consiste votre métier ? Alors mon métier, c'est très très vaste en fait. C'est vraiment un des plus vieux métiers au monde et en même temps un des métiers qui a su résister aux technologies, puisque c'est vrai quand on dit écrivain public, on a un peu tendance à dire en 2016 écrivain public avec les ordinateurs, même si on connaît pas trop l'orthographe, les ordinateurs sont là pour aider. Et en fait non, on se rend compte qu'il y a énormément de choses. Ça va alors moi je fais beaucoup de secrétariat indépendant puisque à la base je suis secrétaire. Donc je travaille pour des professionnels, des médecins. Je travaille pour beaucoup de médecins pour faire des comptes rendus de consultation, comptes rendus opératoires. Je travaille pour des notaires, pour des avocats, pour des associations, pour des petits artisans qui ont besoin d'une secrétaire juste de façon ponctuelle ou récurrente, mais juste une après-midi par semaine, par exemple, qui n'ont pas le besoin d'une secrétaire vraiment à temps plein. Mm-hmm. Et puis je travaille pour les particuliers aussi, pour faire par exemple des discours, pour faire de la correction de texte, de la saisie de texte. En fin d'année, je travaille beaucoup pour des étudiants, par exemple, pour corriger leur thèse. Et puis vraiment ce qui est le cœur de mon métier et vraiment ce qui me plaît le plus, ce sont les romans de la vie, donc les biographies pour particuliers. Donc des gens qui ont envie de raconter leur vie, non pas pour publier un livre à destination du grand public, mais vraiment pour la famille, pour les enfants, les petits-enfants, pour qu'il y ait une trace de leur passage. Ils ont besoin de laisser une trace. Ah oui, et c'est de plus en plus parce qu'en fait, c'est vrai que les gens sont maintenant, souvent ils sont éloignés, les enfants ne vivent plus forcément avec les parents, les petits-enfants non plus. Donc oui, ils ont un besoin de... Et je dirais même que la demande, en fait, elle est plus du côté des enfants que des personnes âgées. C'est plus les enfants, souvent, qui me contactent et qui me disent, voilà... on aimerait que nos parents racontent leur vie, faire un livre pour que ça reste dans la famille. Oui. La demande est forte. La demende est forte. Oui. C'est assez surprenant en fait. Hein, parce que... Oui, enfin oui et non, puisque c'est vrai que la transmission se fait peut-être moins qu'à une certaine époque où les gens vivaient ensemble. Et c'est vrai que les petits-enfants, par exemple, ils connaissent pas forcément tout de leur... Et puis, il y a les divorces, il y a un tas de choses qui fait que il y a un besoin vraiment de transmettre. Alors, vous écrivez pour les autres et ensuite donc pour votre plaisir. Vous n'en avez pas assez des fois de consacrer la majeure partie de votre temps à l'écriture ? Non, j'en ai jamais assez. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail et l'écriture pour moi, l'écriture personnelle, c'est passé à la trappe. Là, ça fait 1 an que j'arrive plus à écrire pour moi parce que j'ai trop de travail. Ah, c'est dommage. Et oui, mais quand on travaille en indépendant, vous savez, quand il y a du boulot, on le prend. Oui, il faut assurer l'ordinaire, bien sûr. Voilà. Alors, vous aimez raconter des histoires, les vôtres et celles des autres ? Ah oui, j'adore ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Donc, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup et j'écris, j'aime écrire, oui. D'accord. Bon, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire une pause musicale et vous avez choisi Pour me comprendre de Michel Berger, interprété par Véronique Sanson.
comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite, dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Mais pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves. 18h, 18h30 sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors nous sommes toujours avec Zaz Chalumeau. Pouvez-vous nous résumer votre livre ? Oui, alors la confession d'Anna, alors déjà c'est basé sur une histoire vraie, parce que j'ai été amenée il y a quelques années à écrire l'histoire d'une dame originaire d'Ukraine, qui avait 85 ans à peu près, qui avait une mémoire tout à fait intacte et qui avait très envie d'écrire ce livre pour ses enfants, pour ses petits-enfants, sa descendance, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on a écrit ce livre et elle a eu une vie vraiment hors du commun, extraordinaire, je dirais. Et quand on a eu fini, alors on a tissé des liens très très forts. C'est vrai, quand on écrit un roman de la vie, c'est pas facile parce qu'il faut à la fois, il faut pas trop s'attacher parce que ce sont des personnes qu'on n'est a priori pas amené à revoir, mais il faut quand même développer suffisamment d'empathie pour bien ressentir les émotions et bien les retranscrire évidemment. Et c'est vrai que bon, en général, j'essaie quand même de mettre une barrière, mais là, on a vraiment tissé des liens très très forts et pour moi, ça a été comme une grand-mère en fait pendant ces quelques mois qu'on a travaillé ensemble. C'était quelqu'un de très, j'arrivais, on buvait le thé. Elle me racontait sa semaine. Quand on a commencé à parler du bortsch, le fameux bortsch, moi je connaissais pas, je sais pas ce que c'était. La fois d'après, elle m'avait préparé un tupperware avec du bortsch dedans pour que je puisse goûter chez moi à la maison. Enfin, voilà. Donc, quand on a eu fini d'écrire son livre à elle, moi j'avais une histoire qui me trottait dans la tête, une histoire de filiation, d'abandon d'enfants, de filiation, tout ça. Mais j'arrivais pas. Aussi basé sur un fait divers réel, c'est-à-dire une dame avait été obligée par décision du tribunal de payer la maison de retraite, enfin de participer en tout cas à l'entretien de sa mère qui l'avait abandonnée à la naissance. Oui, ça arrive, oui. Voilà, et donc ça m'avait interloqué et donc je cherchais une histoire à construire et quand j'ai écrit le livre d'Anna, ça a fait tilt. J'ai pensé bien trouver le lien et donc je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser sa vie, une partie en tout cas de sa vie pour construire cette histoire. Évidemment, elle m'a donné son accord. Malheureusement, elle n'a pas vu le livre. Elle est décédée avant de l'avoir vu. Elle a eu son livre à elle, bien sûr. Oui. Mais c'est le roman que moi j'avais construit à partir de sa vie. Elle ne l'a pas vu. Elle était décédée déjà au moment de sa parution. Ah, d'accord. Alors, racontez-nous un peu l'histoire. Alors, l'histoire d'Anna, donc, c'est une jeune femme ukrainienne qui vit en Ukraine. Et à l'âge de 18 ans, elle est déportée par les Allemands. On vient la chercher chez elle. Elle est arrachée à sa famille. Elle arrive en Allemagne et donc elle travaille dans une ferme, une grosse ferme allemande, où se trouvent également des prisonniers, et notamment un prisonnier français d'origine polonaise. Et il faut savoir que l'ukrainien et le polonais sont des langues très très proches. Donc ils arrivent très vite à communiquer ensemble. Ils tombent amoureux. Et le polonais lui dit écoute, quand ils sont délivrés, libérés,
Et, il lui dit, voilà, tu reviens en France, tu viens en France avec moi. Et elle dit, ok, mais évidemment, avec la pensée de retourner en Ukraine, voir ses parents avec celui qui va être son mari. Sauf que les Russes sont passés par là, ils ont fermé les frontières. Et évidemment, Anna n'a pas pu retourner en Ukraine avant les années Gorbatchev. Donc, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. 76, voilà. Et donc, elle a vécu en France pendant toutes ces années sans aucune nouvelle. Évidemment, ses parents non plus n'avaient aucune nouvelle. Elle n'a pas revu ses parents. Quand elle a pu retourner en Ukraine, ses parents étaient décédés. Mais elle a revu quand même sa fratrie, oui. Sa fratrie. Oui. Et donc, moi, alors, l'histoire vraie d'Anna s'arrête là, en fait. Une fois qu'elle rentre en France, moi, j'ai abandonné sa vraie histoire, parce qu'elle a une histoire, on va dire, après, un peu normale, entre guillemets. Hein. Oui. Elle a des enfants, elle travaille, elle se débrouille bien. Mais voilà. Et moi, après, j'ai rattaché. Donc, j'ai imaginé qu'Anna avait été violée en Allemagne, ce qui n'est pas le cas de la vraie Anna. Et comme elle avait déjà des rapports amoureux avec son futur mari, elle ne sait pas de qui est l'enfant. Elle ne sait pas si c'est de ce fermier qui l'a violée ou de son futur mari. Donc, elle abandonne l'enfant sur le porche d'une église. Et puis, elle continue sa vie avec son mari. Elle a 2 autres enfants. Et donc, le roman commence en fait avec le petit-fils d'Anna, donc le fils du bébé abandonné. Parce que justement sa mère reçoit un courrier du tribunal lui demandant de participer au financement de la maison de retraite. Voilà, elle est complètement révoltée et lui il n'est pas du tout dans la même dynamique parce que donc elle est prête à se soumettre à devoir payer, mais en revanche elle ne veut surtout pas entendre parler de cette femme qui l'a abandonnée et qui a été qui a abandonné sa mère en fait. Oui, qui a abandonné sa mère. Qui a abandonné sa mère, voilà. Oui, il y a 2 générations, en fait. Oui, exact. Ça, il y a 2 générations. Et des histoires qui se répètent. Hein, oui. Donc, elle ne veut surtout pas entendre parler de cette femme-là. Le fils, en revanche, qui s'appelle Alexandre, lui, il a très envie. Il a pas de rancœur, il n'a pas trop de raison d'avoir de rancœur. Et il est très curieux de savoir qui est cette femme, qui est cette Anna. Donc, il va faire le siège de la maison de retraite parce que Anna non plus n'a pas envie de rencontrer ce garçon. Et lui, il fait le siège. Il fait vraiment le siège de la maison de retraite jusqu'à ce qu'elle accepte. Et en fait, un jour, il rentre dans la salle commune puisque la directrice a un peu pitié de ce garçon qui est quand même très tenace. Et Anna voit le garçon et elle a un malaise. Oui. Donc là, voilà, on se dit qu'il se passe quelque chose. Et donc, voilà, là, à partir de là, elle accepte de le rencontrer et elle va lui raconter sa vie, tout simplement. Oui. Alors, Anna, Maria, donc l'enfant abandonné, et Catherine, donc la mère du héros, subissent les mêmes ignominies dans votre livre, hein, bien sûr. Alors, vous pensez qu'il y a une sorte de fatalité au malheur dans certaines familles ? Alors, oui, je pense qu'il y a des choses comme ça qui se répètent. Oui, effectivement, que ce soit les violences, hein, on sait bien malheureusement que les enfants battus parfois reproduisent, pas toujours, mais parfois reproduisent. Les femmes violées ont tendance, je sais pas comment elles font, mais à tomber sur des hommes violents qui les violentent, qui les violent. Oui, je pense qu'il y a une certaine fatalité. Oui. Oui, on peut. D'accord. Alors Anna et Catherine donc, sont toutes 2 combatives, mais Anna semble plus douée pour le bonheur que Catherine. Alors c'est dû à quoi ? À une enfance heureuse dans le cas d'Anna ? Oui, voilà. Voilà, je pense qu'Anna, elle a vraiment une enfance merveilleuse dans son pays, avec ses parents qui s'aiment, une fratrie qui s'entend bien, il y a pas de problème. Bon, il y a pas de gros problème d'argent, même s'ils sont pas riches, ils vivent tout à fait bien. Donc oui, ça, je pense que quand on a eu une enfance heureuse, on est beaucoup plus prédisposé au bonheur. Catherine, en revanche, elle, n'a pas eu ce bonheur-là, puisque sa mère est décédée alors qu'elle était encore très jeune. Et même si elle a eu des parents nourriciers plutôt gentils avec elle, c'est quand même pas pareil. Oui. Alors donc, elle a eu un fils qu'elle élève seule. Oui. Et donc, lui, il n'a aucune autre famille à part sa mère. Non. Et il a besoin de retrouver ses racines. Vous pensez qu'on a tous besoin de savoir d'où on vient ? Alors là, je suis un peu partagée. Oui. Je suis un peu partagée parce que moi, je suis un peu dans ce cas de figure. Je viens d'une famille un peu disloquée, un peu. Tout mon côté paternel, je ne le connais pas beaucoup, et je n'ai pas eu moi cette. Mais en même temps, je savais quand même qui était mon père. J'avais un nom à mettre. J'ai eu longtemps pas un visage à mettre sur le nom.
mais je savais quand même d'où je venais. Je pense qu'effectivement, les gens qui sont de l'assistance publique ont peut-être quand même un besoin de savoir au moins d'où ils viennent, d'où ils sortent. Mais non, je pense que c'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Ouais. Et je pense que parfois, C'est peut-être pas plus mal. Oui, Oui. oui. On aurait peur d'être déçu, tandis que là, bon. Oui. Ben voilà, moi quand j'étais enfant, donc je connaissais pas du tout mon père, mes parents étaient divorcés, je connaissais pas du tout mon père, et je m'inventais un père formidable. Bah oui. Oui. Oui, on peut être que déçu par la réalité Ah quand oui. on a fantasmé beaucoup, c'est sûr. Oui. Alors, avec l'histoire d'Anna, vous racontez l'histoire de la Russie, après les révolutions d'octobre, l'arrivée de Lénine et surtout de Staline. Alors, ce fut une période heureuse, pas vraiment heureuse pour les Russes. Hein. Racontez-nous l'endoctrinement, la terreur, le fait d'être coupé du monde. En fait, ils ne savaient rien. Oui, mais ils ne savaient pas qu'ils ne savaient rien. Oui, c'est ça. Quand Anna m'en parlait, elle n'avait aucun... Pour elle, alors c'était certainement aussi lié à l'enfance et à l'adolescence heureuse qu'elle avait eue, mais pour elle, c'était pas une mauvaise période du tout. Ah, Mais il y avait quand même la montée de la terreur, on le sent quand même dans votre histoire. oui, bon, elle est jeune, hein, Oui. elle a 18 ans quand... Oui. Alors oui, il y a l'histoire du frère Oui. hein, qui meurt, mais non, elle n'avait pas ce regard-là sur son passé. Pas du tout. Non. Non, après coup, Non. elle reconnaît Oui, qu'elle voilà. était en doctrine. Oui, voilà, effectivement. après coup, bien sûr, mais sur le coup, non, elle a 18 ans et elle vit dans sa famille tout à fait heureuse. Ouais. Oui, oui. Mm. Bah, jusqu'au... Bon, les parents, on voit qu'il y a un décalage entre les enfants et les parents. Oui, c'est hein. ça. Parce qu'elle, quand elle part avec le matériel agricole, Oui. elle est très fière, elle est dans le système. Elle est dans le système. Oui, alors oui. que les parents n'ont pas intégré le système. Oui, bah, parce qu'ils ont connu autre chose. Voilà. Ils ont connu autre chose. Ils ont connu Oui. au moins la liberté. Voilà. Oui, oui. Et alors, après, bon, il y a la guerre qui arrive et qui va entraîner Anna dans des péripéties épouvantables, en fait. Hein. Oui. Donc, parce que nous, on connaît effectivement l'histoire des Français qui ont été raflés, que ce soit pour le travail ou pour dans des prisons ou dans des camps allemands, mais on ne connaît pas trop que les Russes aussi l'ont été. Ah oui, les Russes ont beaucoup souffert aussi. Hein. Ils étaient soit dans des fermes, soit dans des usines. Nous, dans la famille, on a un monsieur qui est allé en STO et il nous disait qu'il y avait beaucoup de jeunes filles russes dans l'usine dans laquelle il travaillait. Oui. Ah oui. Alors en 1976, Anna, accompagnée de son mari et de ses 2 enfants, retourne en Russie après donc plus de 30 ans d'absence. Oui. Alors c'est à la fois émouvant parce qu'elle retrouve sa fratrie, puis c'est pas ses parents puisque bien Oui. sûr ils sont décédés, Mm. mais c'est aussi atroce parce que de voir la misère qui régnait là-bas alors que chez Oui. nous en France dans ces années-là c'était des années fastes. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on voit le décalage. La fille d'Anna vit très mal Oui. ce qu'elle vit en Russie, quoi, parce que c'est vrai il leur manque tout, quoi. Oui, Anna. Et d'ailleurs, je me souviens qu'elle me disait elle était d'un côté contente et d'un côté très déçue de, comment dire, le confort lui manquait. Et ça la choquait. Ça l'empêchait d'être vraiment 100% heureuse de retrouver sa fratrie parce que voilà, elle voyait toute cette misère et cet inconfort et elle était occidentalisée, elle était Oui, bien elle était sûr. française. Ouais. Oui, on s'habitue très vite au confort en Oui, fait. je pense, oui. Et on ne s'en rend même plus compte. Mm. Alors, Anna dit à un moment, pour pardonner, il faut aimer. Et vous avez mis en exergue la phrase de Beaumarchais, la colère chez les bons cœurs n'est qu'un besoin pressant de pardonner. Vous pensez que c'est important le pardon? Ah oui. Qu'on peut tout pardonner? Oui, je pense qu'on peut tout pardonner. Je pense qu'il faut, quand on a des histoires comme ça un peu difficiles avec ses ascendants, je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi, par exemple, voilà, Anna abandonne son enfant, mais voilà, pourquoi elle l'a abandonné. Je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement, il faut essayer d'être dans la compréhension. Et je pense que c'est très important de pardonner parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas vivre soi-même. On s'enferme dans ce comment dire, cette accusation ou ce ressentiment. Et ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche de grandir, ça nous empêche d'être heureux. Oui, Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on peut tout pardonner? Le viol, par exemple, je ne sais pas si on peut pardonner ce genre de choses. Ah oui. Oui, effectivement, ça, je suis d'accord avec vous que le viol, c'est... Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle a pardonné Anna? Anna, peut-être? Catherine, je ne suis pas sûre. Catherine, non. Non.
Et ça l'empêchera de toute façon d'être heureux. Mais Anna, encore une fois, Anna, elle a un passé heureux et puis elle a eu toute une vie quand même avec son mari et ses enfants heureuse. Oui. Elle a cette parenthèse malheureuse, elle a cette parenthèse qui... Alors après, voilà, il y a elle des... n'est pas quand même gâtée par la vie quand même, Anna, même après, dans votre roman. Oui, dans le roman, oui, je suis d'accord. Oui, elle cumule les malheurs. Elle cumule les Elle malheurs. cumule les malheurs. Et Mais elle reste forte, elle reste confiante. Alors déjà, elle a la foi. Oui. Elle a la foi, hein, ça, je pense que ça change tout aussi quand on a la foi. Mais oui, c'est vrai, pardonner un viol, je ne sais pas. Je ne sais pas. En même temps, voilà, les violeurs... Est-ce qu'il faut pardonner pour pouvoir après aller de l'avant? Oui, ça je pense. Oui. Ça je pense en tout cas, oui. Oui. Et moi je pense que dans ce cas-là, même quand c'est très difficile de pardonner à son violeur, je pense que c'est essentiel parce que sinon c'est lui donner raison quelque part. Quelque part c'est lui donner beaucoup d'importance, beaucoup plus qu'il ne doit en avoir. Et je pense que le pardon permet justement de tourner la page et de dire il vaut pas la peine qu'il me pourrisse la vie. Il m'a pourri un instant de mon existence, mais il va pas me pourrir toute ma vie. Ouais. Alors un de vos personnages, Michel, est écrivain public et donc écrit des romans à compte d'auteur. Cherchez la ressemblance. Voilà. Alors l'auto-édition, c'est un choix parce que vous avez écrit de nombreux livres en fait. Alors oui, Anna, c'est le 16e ou le 17e, je sais plus trop. En fait, non, ça n'a pas été un choix tout de suite. Ça l'est aujourd'hui, mais ça n'a pas été un choix au départ. Bien sûr, comme tout écrivain amateur, j'ai souhaité être édité et j'ai envoyé mes romans aux grandes éditions parisiennes qui m'ont envoyé de belles lettres stéréotypées où voilà, mon roman était merveilleux. Malheureusement, il ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de la maison. Voilà. On connaît, tout le monde, voilà, tous les auteurs connaissent ça. Et donc j'ai abandonné quand même relativement vite l'idée de me faire éditer. En revanche, j'avais vraiment envie d'éditer, de faire ça connaître mon travail. Et donc j'ai édité un premier recueil de poésie chez un petit éditeur vosgien qui s'est bien vendu. Alors évidemment, il faut investir. Il faut investir une première fois. Moi, mon but, c'était, voilà, je voulais bien investir une fois, mais après, il fallait que ça se vende pour financer le suivant. Moi, je voulais pas investir. Voilà, non, il fallait absolument que... C'est pour ça que dans les salons, j'entends des gens qui disent « Ah oui, non, mais c'est pas grave, s'il n'y a pas d'acheteurs, on fait des rencontres, et puis on est bien entre nous. » Ouais, bon, moi, non, voilà, j'hésite pas à dire, moi, je suis dans les salons pour vendre mes livres, pour pouvoir en écrire d'autres et les éditer, quoi. Moi, j'ai pas envie tous les ans d'investir 1 ou 2 000 euros pour sortir un livre. Alors, parlez-nous de votre actualité, de vos projets. Vous avez un roman en cours? Alors, les projets, ben oui, j'ai un roman en cours, mais bon, comme je vous disais au début de l'entretien, j'ai malheureusement pas le temps d'écrire, donc, je sais pas, il doit être... à l'état de la page 20, quelque chose comme ça. Ah oui, il y a encore du travail. Il est vraiment tout au début. Bon, l'histoire est là. Alors, moi, je travaille toujours comme ça. Je mets beaucoup de temps à me mettre en route, à écrire. J'aime bien penser à l'histoire et vraiment déjà là. Dans votre tête Voilà, elle est vraiment écrite dans ma tête et après, j'ai vraiment un film qui se déroule dans la tête et j'écris. D'accord, vous n'êtes pas entraîné par vos personnages Alors non, moi moi c'est vrai que ça me laisse toujours un peu couate quand j'entends des confrères dire ah oui mes personnages m'emmènent. Ah non moi mes personnages moi c'est moi le maître hein. c'est moi le créateur, c'est moi Dieu et je fais mourir et vivre qui je veux. Non je me laisse pouvoir. Pas. Ah oui c'est jouissif. Jouissif. Ah oui. Oui, un personnage qui commence à être enquiquinant là, un accident par exemple. Alors d'accord. On va dire où on peut trouver vos livres. Alors, ils sont à la librairie Singulière, pluriel, rue Lafayette. Ils ont été longtemps à Cora. Cora Outmont a été un très très bon partenaire pour moi pendant, je dirais, une bonne décennie. Oui. Malheureusement, ils ont changé de politique maintenant, donc ils ne prennent plus d'auteurs en auto-édition comme moi. Donc en fait, pour le public, ils ne sont qu'à la librairie pluriel et singulière. Oui, donc pour vous faire connaître, vous êtes obligé de fréquenter les salons, ça vous plaît? Ah oui. Oui. Globalement, ça me plaît. Bon, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps pour vendre. Quand le salon est bon, on a vendu 10 bouquins. Oui. En général, c'est plutôt autour de 3-4. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Moi qui passe énormément de temps à travailler,
C'est vrai, quand je passe encore un dimanche dans un salon, c'est un peu lourd. Oui. Ouais. Mais en même temps, voilà, si on veut continuer, et moi j'ai quand même envie de continuer à écrire, Oui. ben, on n'a pas trop le choix, quoi. Oui. Il y a Internet, Oui. Ça fonctionne aussi? un petit peu. Oui. Un petit peu. J'ai un blog qui fonctionne bien, donc de temps en temps, j'ai des demandes par mon blog ou par le blog d'une association qui s'appelle Plume en Meuse. Donnez les références de votre blog. Alors, mon blog, c'est http là, Zaz écritoire tout attaché, donc ZAZECRITOIRE.unblog, UNBLOG attaché.fr. D'accord. Et vous serez au livre sur la place? Bien sûr. D'accord. Et vous aimez rencontrer les gens? Enfin, vous avez un bon retour? Oui, en général. Alors, malheureusement, on n'a pas toujours des retours. Les gens ne... Mais quand ça arrive, oui, j'ai en général un bon retour, à la fois sur Anna, et puis j'ai édité auparavant une saga familiale qui se passe en Lorraine, une saga familiale en 4 tomes. Là, j'ai vraiment de très bons retours. Les gens aiment bien parce que ça se passe ici, en Lorraine. Oui. Comment s'appelle cette saga? Alors, la saga s'appelle Colamaillard. L'ensemble des 4 s'appelle Colamaillard, et il y a 4 tomes. La Lavandière d'Igné, Malou, Vie croisée et Elle. D'accord. C'est l'histoire c'est l'épopée d'une famille? En fait, voilà, c'est mon histoire et l'histoire de mon ami. Donc, je suis remontée jusqu'en 1865, puisque la famille de mon ami, elle avait de très bons souvenirs de sa famille, alors que moi, comme je vous l'ai dit, je suis d'une famille de divorcés, donc j'ai pas trop d'éléments. Donc, j'ai pas mal inventé de mon côté à moi. Oui. Et après, plus on avance, et évidemment, après, c'est notre histoire, et jusqu'à la rencontre. D'accord, donc 4 tomes. 4 tomes, oui. Oui, ça fait... Oui, ça et fait puis une histoire dense. les 2 derniers, des bons pavés de 500 à 600 pages. Hein. D'accord. Oui. Et celui que vous êtes en train d'écrire, ce sera sur quel sujet? Alors, ce sera de nouveau une histoire de filiation. C'est vrai, je crois que c'est Jean d'Ormesson qui disait que on écrit sur un sujet qu'on connaît bien, et on a toujours tendance à ressasser, et je pense que c'est un peu vrai. C'est de nouveau une histoire de filiation, une jeune femme qui part à la recherche de ses racines. Ça se passera probablement en Bretagne. D'accord. Ah, vous quittez la Lorraine. Je quitte la Lorraine. Mais la Bretagne, c'est un peu mon pays d'adoption, donc je me sens chez moi là-bas aussi. Oui. Alors, je suis désolée parce que le temps passe très très Eh vite. ben oui, J'aurais hein. encore plein de questions à vous poser, mais nous allons être obligés de nous quitter. Alors, merci à Zaz Chalumeau d'être venu nous parler de son livre, donc La Confession d'Anna. Je vous rappelle que vous pouvez le trouver donc à la librairie Singulière à Nancy, rue Lafayette. Ou directement chez moi. Ou directement chez Zaz, dont elle vous a donné les références. Alors, au revoir Zaz et merci Au revoir, d'être Mona. venu nous Merci de voir. m'avoir accueilli. C'était vraiment très sympa. Alors, au revoir à tous et à bientôt.